Et ça enregistre. Salut Vic. Salut Pierrot, comment ça va? Mais très bien, très bien. Écoute, nous sommes le 10 septembre et finalement je me suis dit j'allais faire une vidéo sur ce qui se passe à Saint-Martin et en général sur les préparations aux catastrophes naturelles puisque nous sommes dans la saison des ouragans en Atlantique et que donc Oui. chaque année les mêmes choses se répètent. Et puis finalement, sur Twitter, j'ai vu que tu avais fait une remarque qui était exactement ce que je voulais dire et je me suis dit, mais voilà l'occasion, on va refaire une vidéo ensemble parce qu'au fond, je pense qu'on aura les mêmes... et puis ce sera bien d'avoir une épaule sur laquelle pleurer Oui. réciproquement, tellement c'est énervant de voir les gens impréparés comme d'habitude à chaque fois. Et bref, donc voilà, je me suis dit, allez, on va s'appeler et faire une petite, un petit call tous les deux. On commence par quoi? Par Irma ou par Harvey? Ah, on commence par le premier alors. OK, on va y aller avec Harvey. De toute façon, on a bien vu que selon les acteurs d'Hollywood de gauche, enfin ils sont tous de gauche, c'est une C'est la punition d'accord. divine. C'est qui? C'est Jennifer Lawrence? La dernière, oui. Ah, Ah, il y en a eu d'autres. Ah bon, OK. Bon, je sais qu'il y a des imams aussi qui ont dit, ou c'est Isis qui avait dit que c'était de la faute au péché des Américains. ouais, c'est les mêmes. Ben ouais, effectivement, c'est les mêmes marionnettistes derrière. Puis bon. Hmm. Mais oui, ben, je commence ou tu commences? Chaque année, la nature étant ce qu'elle est, l'atmosphère nécessitant une thermorégulation lorsqu'il y a des zones de surchaleur qui sont dues à l'été dans l'hémisphère nord, les vents poussent ces masses d'air chaud de l'Afrique sur l'océan Atlantique et au Comme les large. migrants. Voilà, tout ce qui vient d'Afrique, il faut se méfier. Ces grandes masses de chaleur réchauffent l'océan, ce qui crée l'évaporation, qui crée des masses d'air chaud remplies d'eau et qui se déplacent avec les vents, les trade winds, je ne sais pas comment on dit en français, avec les vents euh, qui amènent sur la zone Caraïbe et qui font que ces grandes masses d'air qui tournent sur elles-mêmes touchent des masses d'air plus froides et qui, plus à l'intérieur des terres, donnent lieu à des tornades, à des phénomènes assez dévastateurs. Et puis, dans les Caraïbes et en remontant la côte ouest des États-Unis, suivant le vent, déverse cette puissance, cette calorie emmagasinée et qui se termine finalement par un retour, par des basses pressions qui arrivent chez nous en Europe après. Donc ça fait un tour, ça fait un cycle. Ça existe depuis des Ben, milliers et depuis des milliers toujours. d'années, depuis toujours. Et chaque année, les gens ne se préparent pas. Non, non, mais attends, Pierrot, ils ont une excuse. C'est à cause des réchauffements climatiques causés par l'homme. Ah, Tu le savais pas, hein? ah bah, c'est sûr que les ouragans des... Je vois que l'ouragan le C'est juste, plus... c'est à cause des réchauffements climatiques causés par l'homme. Ce qui me fait penser que cette semaine, je suis tombé sur un article. Un Mhm. groupe de chercheurs australiens a découvert d'autres manières d'interpréter les données et de pouvoir remonter dans le temps pour connaître les températures au Moyen Âge, au temps des Romains. Et puis, il est apparu que le Moyen Âge était plus chaud Mhm. que notre époque. Ah oui, c'est vrai. Et que les variations de température étaient liées à quoi? Au cycle solaire C'est et bien pas à possible. la pollution des automobiles. Je lisais exactement, enfin, pour être plus précis, j'écoutais un expert en climat qui expliquait de manière dépitée que tout d'abord le gaz carbonique dans l'air est très bon pour les plantes, mais aussi Oui, que si toutes les énergies fossiles emmagasinées, donc pétrole et charbon et gaz, étaient brûlées, toutes, hein, y compris les réserves qui sont impossibles à aller chercher, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère serait de 0,6%. Je pense que voilà. Mais enfin, toute crise est bonne à prendre pour taxer les gens de toute façon. Donc on a ben oui. compris que sans aller dans le débat de qui cause quelle augmentation d'énergie dans un système, c'est qu'à la fin, quand la solution c'est on va vous taxer, il faut se méfier. C'est souvent de l'escroquerie. Ça, et on va vous fermer la gueule aussi, hein?
Parce que, tu vois, il y avait à Radio-Canada, officiellement, il y a des émissions scientifiques, mais officiellement, les gens qui nient l'origine humaine des changements climatiques ne sont pas acceptés dans ces émissions-là, parce que ce n'est plus de la science. Oui, bien sûr. C'est des scientifiques là, qui ne sont pas d'accord, il y en a beaucoup, mais bon. On voit que, en fait, on a un grand retour de la censure, on a un grand retour, de toute façon, sur tous les sujets, de l'incapacité du système à tolérer ce qui a existé depuis les années 60, c'est-à-dire une vraie liberté de parole et liberté de ton, et une remise en question des choses. Et en fait, on voit que la dictature, en fait, le totalitarisme est en train de revenir très vite. Et parfois, avec amusement, je vois que l'État, finalement, laisse faire la censure par les entreprises privées. Je suis en ce moment encore en purgatoire chez, par exemple, Facebook. Il me reste encore 8 jours, ce qui m'a permis de migrer beaucoup de choses sur d'autres systèmes de communication. La concurrence étant possible. Mais enfin, on voit que nous sommes dans des situations où on ne veut pas parler de certains sujets, on en parlera. On voit que les médias parlent d'une manière très biaisée et très orientée de ce qui se passe à la suite de ces ouragans, et surtout ne parlent pas de certains sujets qui sont pourtant fondamentaux dans ce qui arrive lorsqu'il y a une perte de la normalité due à des catastrophes naturelles ou autres. Enfin voilà, on voit au Canada où maintenant, vous aussi, vous avez une baisse des capacités à parler, il y a même des opinions qui sont devenues pénales aujourd'hui. Ben, tu vois, les Allemands ont eu le procès de Nuremberg. Et nous, bientôt, là, dans quelques jours ou quelques semaines, on va avoir le procès de Saint-Norbert, un petit village au Québec. Notre bon premier ministre du Québec a décidé que la société québécoise était raciste. Alors, il organise une commission sur le racisme systémique. Le racisme systémique, ça veut dire c'est un racisme instauré en système, donc c'est un racisme d'État, et c'est un racisme aussi qui est pratiqué par les grandes entreprises. C'est allégué. Or, il n'y a pas moyen au Québec, si tu es un homme blanc, non handicapé, de te faire embaucher au gouvernement. Alors oui, il y a du racisme systémique, mais c'est pas celui que notre couillon de Couillard nous reproche. Qui plus est, pendant la commission, les organismes communautaires vont être appelés à témoigner. On s'entend, là, les organismes communautaires, ça va être les centres culturels islamiques de Villeray, de Verdun, whatever. Et pour qu'ils puissent témoigner en toute liberté, sans pression, ça va avoir lieu à huis clos. Et ceux qui sont jugés, c'est-à-dire les Canadiens français, parce que c'est nous qui sommes visés, eh bien, on n'a pas le droit d'être présent, on n'a pas le droit d'intervenir, on n'a pas le droit d'être représenté. Et le gouvernement qui a commandé la commission a déjà décidé qu'on était raciste. Mais la prochaine étape... C'est tout à fait ce que tu dis. La prochaine étape, c'est le goulag. Oui. Voilà. Et donc... Harvey. Le nettoyeur, Harvey Keitel. Écoute, j'ai vu ça, c'était... Il faut le reconnaître, là, c'était quand même une situation exceptionnelle. Les gens ont été pas pris par surprise parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé. Les gens ont évacué, ils ont été intelligents. Ceux qui avaient les moyens de rester sur place sont restés sur place. Il y a toujours eu des cons qui pensent avoir les moyens qui doivent être évacués, mais en général, ça s'est plutôt bien passé. Il va y avoir d'énormes dommages, mais ça, c'est du matériel. Ça se remplace. Il y a eu 8 ou 12 pertes de vie. Pas plus que ça, en tout cas, il me semble, pour le Texas, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent au Texas. Oui, surtout sur la côte. Oui, très peu de pertes de vie. Ils ont eu des renforts d'un peu partout, des renforts privés. C'est ça qui est intéressant, c'est des initiatives privées. Il y avait la Cajun Navy, la marine des Cajuns, qui sont allés donner un coup de main avec leurs bateaux. Ils sont allés patrouiller, ils ont ramassé des gens. Il n'y a pas eu beaucoup de pillages. Il faut dire qu'au Texas, le port d'armes est généralisé.
ça s'arrête. Mais il y a eu des incidents, mais rien de tragique. Somme toute, ça s'est passé de manière très civilisée. Il faut dire que le Texas parce qu'on parle souvent de la Floride et des Caraïbes, mais en fait le Texas est un des États qui est le plus souvent touché par les ouragans. Et d'ailleurs, sauf erreur, je ne sais plus si c'est en 1904 ou 1900, je crois que c'est 1900, le plus gros ouragan qu'on ait jamais mesuré a touché le Corpus Christi, je crois, et a détruit la ville, et je crois que c'est des milliers de morts en 1900. Donc dans une population infiniment plus petite qu'aujourd'hui. Et donc il faut dire que les populations, notamment les Américains, ont un petit peu d'expérience. Ils ont tous dans la mémoire ce qui s'est passé à Katrina en 2005, qui était quand même assez spectaculaire. Et puis, il faut ajouter que l'État, bien que toi et moi, on est plutôt de l'avis qu'on devrait pouvoir se débrouiller tout seul, néanmoins, l'État aux États-Unis a quand même mobilisé la garde nationale du Texas, a quand même envoyé des aides spéciales par les systèmes, le département des secours, la FEMA, qui cette fois, contrairement à la débâcle de Katrina en 2005, cette fois a été exemplaire et emmené de manière proactive auprès des gens et ils ont organisé les centres d'accueil des gens qui ont dû bouger, etc., à des kilomètres et des kilomètres à ronde. Et puis peut-être que le nouveau président américain, qui est un président atypique, Donald Trump, qui n'est pas un politicien, qui est plutôt un homme d'affaires, il a peut-être géré aussi cette crise au niveau fédéral d'un point de vue, comme on gère une crise dans une entreprise, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques jours ils savaient que l'ouragan allait venir, et il a donné des ordres qui, dans un sens d'efficacité, et pas dans un sens de bureaucratie. Et donc, d'ailleurs, il a été très vite et plusieurs fois sur le terrain, ce qui est toujours une approche de soutien, notamment aux populations les plus démunies, parce que toujours avec Mélania, ce qui gâche rien. Oui, ce qui gâche rien. Et on l'a vu parce qu'il faut dire qu'il y a une grande partie de la population de Houston qui sont d'ailleurs des réfugiés de la Nouvelle-Orléans d'il y a 12 ans, et qui sont jamais revenus parce que leur maison était démontée ou parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils travaillent pas, etc. Donc on l'a vu. Ils n'ont pas besoin de DACA pour rester sur place. Voilà. Et donc c'était très intéressant de voir cette efficacité malgré une catastrophe qui est quand même assez lourde. Et alors, on le répète, et toi et moi nous le faisons sans arrêt, de dire voilà, ce qu'il faut faire dans ces situations-là, c'est d'abord comprendre dans le lieu où vous habitez quels sont les risques et qu'est-ce qui peut arriver. En fonction de cela, dans le cas de catastrophe, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que la maison est détruite, l'eau ne soit plus potable, il n'y ait plus d'électricité, et que pendant un certain nombre de semaines, il y ait vraiment des problèmes d'eau et de nourriture, même si vous avez pu évacuer. Il se peut que, par exemple, l'eau qu'on soit contaminée, on l'a vu avec des risques très très grands de pollution chimique, parce qu'il y a toute une industrie pétrolière, et je crois qu'il y a une grosse usine pétrochimique qui a pété, je crois. Alors, je ne sais pas les détails. Des explosions. Et avec le risque de produits toxiques qui se déversent dans les eaux, et donc des réserves alimentaires, un plan d'évacuation, de quoi subvenir à ses besoins physiologiques sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Les filtres à eau, ça c'est l'outil le plus indispensable dans ces cas-là. Et, alors on en parlera pour Saint-Martin, évidemment la capacité de se défendre si nécessaire. Alors visiblement ça n'a pas été trop le cas au Texas, comme tu le dis, ce sont des gens qui sont prêts à se défendre en cas de nécessité, en cas de coup dur, et donc les gens le savent, et donc il n'y a personne qui commence à faire le malin et à essayer d'emmerder les gens, puisque le risque est trop élevé. La seule réputation des Texans comme étant des Hunts, et puis comme étant tous armés, d'après moi, ça suffit à empêcher les pillards. Parce qu'ils savent que partout où ils vont aller, ils vont avoir des armes à feu qui vont leur tirer dessus. Ouais. Parce qu'on sait que c'est les armes à feu qui tirent, hein, c'est pas les personnes. C'est comme les camions fous. Hein. C'est des camions fous. Oui. Alors que l'ouragan Irma, déjà c'est une fille, donc il faut se méfier, c'est beaucoup plus violent. Eh bien, il a touché Miami aujourd'hui, je crois, mais j'ai pas les infos. Mais enfin, il y a quelques jours, il a touché en plein une des îles les plus à l'ouest dans les Caraïbes, qui est Saint-Martin, qui est une île moitié néerlandaise, moitié française.
un grand spot pour la jet set. Mais pas en ce moment, visiblement, personne n'y allait. Non. Mais il y a quand même Johnny Hallyday qui a ouvert les portes de sa maison. C'est généreux. C'est bien. De toute façon, pas si la maison est toujours debout, mais bon. S'il n'ouvre pas les portes, les gens, à coup de baramine, ils les ouvrent quand même. Ah oui. Le problème, c'est-à-dire, j'ai écouté les nouvelles par hasard aujourd'hui un petit peu, et en fait, les gens se disaient, mais l'État français n'a rien fait ou a fait trop peu pour aider les gens. Et en fait, moi j'ai envie de dire, évidemment, d'une part, parce que la République française, c'est du n'importe quoi. C'est devenu en tout cas du n'importe quoi. Déjà, premièrement, on voit là que le préfet il s'est barré, elle est partie. Ben oui. Bah oui, parce que quand même. Ensuite, c'est vrai qu'ils ont envoyé très peu de. Ils ne voulaient pas gâcher ces nouveaux escarpins avec l'eau, alors c'est pour ça qu'elle est partie. Ensuite, effectivement, il y a eu peu. Et puis, il y a toute une mentalité de toute façon d'État français qui est incapable de gérer les crises, et ça va avoir des conséquences, on en parlera après. Mais j'ai envie de dire, mais les amis, les cocos, c'est pas l'État qui doit vous protéger, c'est vous. C'est à vous de vous démerder. Enfin, l'État, il est... heureusement que vous en avez pas trop, d'ailleurs, parce que pourtant, vous le payez cher, mais à la limite, il faudrait pas payer d'impôts et pas avoir d'État. Et c'est à vous de vous démerder, parce que l'État, il va faire que des conneries, et il va vous coûter très cher. D'ailleurs, les gendarmes, c'est ce qu'ils ont dit à la population. Arrangez-vous pour vous défendre. Défendez-vous vous-même. On n'a pas la capacité de vous protéger. Oui. Et parce qu'en tant qu'individu, les gendarmes sont des gens probablement très très bien. Et que, oui. Alors j'ai appris qu'il y a une seule armurerie dans l'île et qu'elle n'a pas été protégée par les forces de l'ordre et qu'elle a été pillée. Il y a eu un poste de douane, je crois aussi qui a été pillé. Oui. Ou de gendarmerie, je ne sais pas. Donc, les armes sont parties. Ça, c'est de la pure négligence. Là, oui, et donc en plus de l'incompétence de l'État de la République française, en plus des difficultés sur une île lorsqu'on est touché par une force de la nature de cette puissance, donc avec les problématiques liées à l'eau, effectivement le problème de la nourriture, le manque d'électricité et le manque d'abri éventuellement si la maison est déchiquetée. Pour les gens de toute extraction sociale, hein, ça touche à peu près tout le monde, il y a un phénomène supplémentaire, c'est que contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, ces îles, elles sont pas du tout avec une population homogène. Et je veux dire par là qu'il ne s'agit même pas de Français, dans le sens où on peut imaginer des îles comme la Guadeloupe ou la Martinique, où il y a des Français qui sont de différentes ethnies, il y a des métis, il y a des gens d'origine africaine, il y a des gens évidemment d'origine de la métropole, etc., mais qui sont français et qui, dans un certain sens, partagent la vie sur cette île depuis 2 siècles, même s'ils ont des ethnies, des origines différentes. Mais là, et de plus en plus, il y a des migrants, aussi dans les Caraïbes, qui viennent d'Haïti, et parfois de plus loin. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des bandes ethniques, probablement de ces migrants, alors j'ai pas les détails, qui commencent à piller, tuer. On a des informations de meurtres et de viols, et de gens qui sont obligés de se défendre par eux-mêmes, et avec peu de moyens, puisque on sait très bien qu'en France, eh bien, on dissuade l'État, encore une fois, dans son immense incompétence, dissuade les gens de se défendre, dissuade les gens à se préparer, en tout cas dans les faits, parce que le résultat est que ça risque d'être une catastrophe. On connaît, c'est déjà une catastrophe, on connaît seulement pas encore le bilan. Ouais. Moi, ce que j'ai eu comme information, il y a quand même beaucoup de gens armés sur place. Comme s'ils préfiguraient qu'un jour, si ça allait mal, ils se feraient attaquer par les ethnies différentes. C'est les Blancs qui sont visés, évidemment. Tous les témoins ont été unanimes pour le dire. Les Blancs étaient visés. Oui, c'est bizarre, on n'a pas vu des néo-nazis, on n'a pas vu des bandes de néo-nazis dans la rue tuer et tabasser les autres, hein, c'est bizarre. Pourtant, c'est ce qu'on nous dit, hein, oui. dans les... Et puis, il y a quoi? J'avais lu des chiffres qui avaient autour de 8000 Haïtiens qui sont là officiellement. Et 30 000 habitants sur l'île. 35 000 habitants. Et ça ne compte pas les illégaux qui sont, c'est ça. Par la force des choses, pas compilés.
Et il ne faut pas oublier que les Haïtiens, c'est un peuple génocidaire qui a tué Bien environ sûr. 5 à 6 000 Blancs en 1804, au tout début de la formation de leur pays. Mhm. Ça laisse des marques, ça reste Oui, et puis ça reste dans les esprits. la fondation Clinton leur a expliqué que tout est toujours la faute des Blancs, donc forcément. Ben oui, ben oui. Et puis de toute façon, voilà, il y a une certaine agressivité, pas chez tout le monde, mais il y a une certaine agressivité qui est hormonale et puis qui est aussi due au fait que, tu sais, il y a une expression assez rigolote qui dit pourquoi est-ce que les chiens se lèchent les couilles? La réponse, c'est parce qu'ils peuvent. Et une autre manière de dire la chose, c'est que l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que Oui, lorsque c'est possible, les gens en profitent. Et c'est exacerbé quand c'est une ethnie différente et quand c'est des cultures différentes. Parce qu'une culture différente et une ethnie différente, dans l'immense majorité des cultures du monde, c'est open bar, c'est une proie. Ce sont des proies. Et qu'il y a très peu de cultures comme les cultures blanches européennes qui ont développé un altruisme, peut-être parfois pathologique, envers les cultures et les ethnies des autres peuples. Mais en réalité, les seuls peuples non racistes et non agressifs du monde, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas dans le passé, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est nous. Et ça nous commence à nous causer des problèmes de survie réels au niveau de la civilisation. là, pour le moment, on est, à part pour quelques événements localisés comme à Saint-Martin, mais plus le temps passe, Voilà. plus le risque augmente. Le danger n'est pas plus grand pour autant. Le danger va se manifester quand il va y avoir une catastrophe ou quand les ressources vont être ténues. Oui. Tu te souviens quand on avait fait la conférence à Montréal, Oui, il y avait eu quelqu'un qui nous avait posé une question sur le sort des minorités. ouais, Tu te souviens ce qu'on avait répondu? C'est Ouais. que ça allait finir par mal aller pour les minorités. Bien sûr. Parce que là, pour l'instant, c'est un monde de minorités. Quand ça va vraiment aller mal, ça va être l'inverse. ouais. C'est Mais c'est naturel. c'est comme ça. C'est naturel. Il n'y a Bon, aucune civilisation, enfin, pour utiliser les termes justes, il n'y a aucun, euh, il n'y a aucune culture dans le monde qui est multiethnique. Ça n'a jamais existé, sauf dans le cas des empires. C'est-à-dire que dans le cas des empires, il y a une culture dominante qui a souvent le monopole de la force, qui impose aux autres de vivre ensemble sous sa domination extrêmement brutale. Ça a été le cas de l'Empire romain, ça a été le cas de certains empires à travers, l'Empire anglais. voilà, et aujourd'hui l'Empire américain. Mais sinon, les gens ne vivent pas longtemps avec des gens très différents, et parce qu'à la moindre crise, les groupes nettoie. Et il ne reste ensuite que le vainqueur. Et ensuite, ça continue beaucoup plus harmonieusement parce qu'il ne reste plus que des gens qui pensent pareil. Et on peut le regretter. On peut ne pas... Moi, je suis le premier à le regretter, comme tu le sais. Moi, je m'épanouis dans un monde multiculturel en réalité parce que je suis né dedans. Mais la logique et la raison et l'étude de l'histoire nous font constater que déjà les catastrophes naturelles ou les pénuries ou les crises sont difficiles, mais si en plus on rajoute le facteur religieux et culturel et ethnique dessus, ça devient la boucherie. On s'en sort pas et ça crée des conflits qui sont extrêmement violents, extrêmement sanglants, extrêmement cruels, parce que par la force des choses, ceux qui s'opposent, s'il y a deux groupes ethniques qui s'opposent, ils vont avoir tendance à déshumaniser l'autre. Bien sûr. L'autre, il devient un animal. Bon, ben, un animal, hein, tu ne lui accordes pas le même traitement qu'un être humain. Non. C'est pour ça que... En Afrique, les conflits qui se produisent là-bas, bien sûr. Et on nous reproche toujours d'être la civilisation la plus cruelle avec notre technologie des armes. Peut-être. Ben, c'est juste parce qu'on est efficace. C'est ça. Et parce que, voilà. Et c'est pire. Non, c'est sûr, parce qu'au Rwanda, il y aurait eu des Blancs qui tuaient les Tutsis au lieu de Hutus. Il y aurait eu 50 millions de morts. Mais... Je ne sais pas si c'est 50 millions de Rwandais, mais... Voilà, non, mais parce qu'on aurait débordé avec des armes. Enfin, je veux dire, ça aurait été des Allemands qui vivent en Afrique. Non, mais c'est pas une question... D'abord, c'est juste comme ça. Et encore une fois, moi, je le regrette très sincèrement. Et
Mais c'est pas parce que je le regrette que, que ça n'arrive pas. Moi, je regrette qu'il y ait la grippe, et pourtant, tout le monde la chope en automne. Je regrette qu'il y ait du cancer, et pourtant, voilà, 20% des gens meurent du cancer. C'est pas la question, c'est pas les bons sentiments ou ce qu'on a envie. La question, c'est la réalité et comment on s'y prépare, c'est tout. Après, ce qui est embêtant dans ces situations, et c'est ce qui nous donne l'occasion de discuter ce soir, c'est que, quelque part, il y a d'un côté, je ne sais pas pour toi, mais moi, parfois, j'ai envie de dire et de crier sur tous les réseaux sociaux qui me bloquent de plus en plus. Je vous l'avais bien dit. Mais en même temps, je ne me réjouis pas non plus, parce que je me rends bien compte que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus partout dans le monde, et que nous avons créé la guerre civile moléculaire universelle. Nous avons créé les conditions pour que ce soit la guerre de tous contre tous. Et ce sera très très violent. Ben, je ne sais pas qui a vraiment créé ces conditions-là, mais elles sont là. Elles sont là. Elles sont présentes. Il y a d'inévitables conflits qui vont... Écoute, il y a des conflits là, qui remontent à des centaines et des centaines d'années, qui sont encore entretenus par différentes ethnies qui n'ont plus été capables de se faire la guerre. Quand ça va dégénérer partout, ça va recommencer. Et ça va se répercuter chez nous en plus. Les Juifs et les musulmans à Montréal, ça vit en relative bonne entente. Mais il y a quelques-uns agités qui sont tranquilles parce que il y a la police, il y a les tribunaux, les prisons. Quand tout ça va tomber, parce que ça va tomber un jour, en tout cas, tu le crois, je le crois aussi, eh ben, il n'y a plus d'inhibition là. Je déteste, je tue. Non, et puis entre les cultures qui poussent à cela plus que d'autres, et entre tu sais, il y a aussi quelque chose qui est réel, c'est que les gens qui sont violents détestent les gens faibles. Ils sont utiles parce que ce sont des proies faciles, mais en fait, ce sont des gens qui le méprisent. Alors que les forts, ils les haïssent aussi, mais parce qu'ils sont forts, ils sont obligés de les respecter. Et on respecte les forts et on déteste les faibles. Et d'ailleurs, on s'acharne plus sur les faibles, on le voit dans les cours de récréation, même les enfants. Les enfants ne vont pas chercher le plus fort du collège pour tous le taper, ils vont chercher le plus faible du collège pour tous le taper. Parce que le plus faible est méprisable, et parce qu'en réalité, dans une cour de récréation, on forme un groupe, et les faibles, ils doivent être éliminés du groupe. Et ça, c'est de l'anthropologie de base, c'est de l'anthropologie que les bons sentiments de la société moderne veulent que l'on nie, et que l'on ne prenne pas en compte, alors qu'en réalité, d'ailleurs, René Girard l'expliquait très bien dans le bouc émissaire, il a une vraie utilité dans une société parce qu'il la soude. Et aujourd'hui, nous n'acceptons plus personne, je veux dire, comme étant un bouc émissaire. Et au niveau microscopique, au niveau voilà, d'une classe ou d'une petite société, ça a des effets sur la psychologie des gens qui eux-mêmes ont des effets macroscopiques sur une culture et une civilisation entière qui est aujourd'hui complètement désarmée. Et on lisait moi je lisais des statistiques sur aujourd'hui, 28% des musulmans en Occident soutiennent l'État islamique qui est en train d'être pulvérisé en ce moment. Ouais. Et donc, il va venir chez nous. Et il va venir partout. Cette poudre pulvérisée, elle va aller partout. Et va créer des métastases un peu partout. Mais 28% des musulmans soutiennent donc la décapitation des enfants, la destruction des non-croyants, l'élimination de manière très brutale des musulmans qui ne sont pas suffisamment radicaux, etc., etc. Et on ne parle même pas, évidemment, des infidèles ou des athées, etc. Et des homosexuels et de tous les bien-pensants. 28% je ne sais pas combien de musulmans il y a au Québec ou au Canada, mais si c'est le même Québec, c'est 300 000. C'est très peu. Donc, il y a presque 100 000, peut-être 85 000 c'est très peu. musulmans qui sont d'accord avec l'État islamique. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui vont être des combattants, s'il devait y avoir un combat. C'est des soutiens logistiques, des soutiens financiers et autres, etc., etc. Mais même si là-dessus, peut-être 5% prennent les armes. Et quand je parle des armes, je parle simplement d'un couteau, d'une hache, d'un bâton, sans aller jusqu'à des armes à feu, etc.
En Europe, il y a à peu près 40 millions de musulmans dans les pays occidentaux. Si 5% de ces 40 millions prennent les armes, au pif, ça fait quoi? Ça fait 1 million, 5%, ça fait 50 000, x 4, ça fait 200 000. Ça fait des armées, ça commence à faire des armées significatives par rapport aux armées européennes. Et lorsque l'on sait que dans le combat urbain, il faut jusqu'à 11 à 30, ça dépend des armées, combattants pour réduire une zone urbaine où il y a un combattant ennemi, ça ne veut pas dire que ça coûte 30 soldats pour le prendre, mais c'est-à-dire qu'il faut, il faut une logistique importante pour réussir à faire ça proprement, etc. Alors on me dit souvent, et comme j'ai écrit dans NRBC, j'ai donné un petit exemple de comment une ville ennemie peut être réduite de manière très efficace sans aucune perte, du moins pour ceux qui veulent la réduire, mais ça implique des sacrifices déjà psychologiques, puis aussi de la technologie, qui sont extrêmement lourds en conséquences. Mais enfin, on rentre dans un monde où ça va être un sacré bordel. Oui, oui. Et je prends juste l'exemple de l'islam parce que c'est l'exemple qu'on monte en épingle et c'est ce conflit de civilisation vers lequel on nous a poussés. Mais la réalité, elle n'en demeure pas moins celle-là. Ah, puis il n'y aura pas... Tu sais, comme tu dis, on met tous les projecteurs sur l'islam, sur l'État islamique, donc sur l'islam par extension. Mais il n'y a pas que ça aussi. Loin de là, c'est probablement pas d'ailleurs le danger numéro 1. Je pense pas. C'est un danger réel, mais c'est pas le danger numéro 1. Il y a d'autres dangers beaucoup plus anodins. Et d'ailleurs, moi je pense que les djihadistes en Europe vont être très déçus du djihad s'il devait arriver un jour, parce qu'en fait ils vont se rendre compte qu'on a d'autres choses à foutre que de s'occuper d'eux. Dans le sens où on aura une criminalité lambda, comme ce qui s'est passé à Saint-Martin, ce ne sont pas des bandes d'islamistes qui pillent et qui violent. Donc je pense qu'on va avoir une sorte de... D'ailleurs, c'est ce qui était cocasse dans le livre de fiction Guérilla de Oberton, c'est qu'en fait, on voit bien que les islamistes, ils se font voler leur djihad, parce que finalement, il n'y a plus de réseau électrique, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus rien, et donc en fait, tout le monde s'en fout de ce qu'ils font. Parce que il y a un tel chaos que de toute façon, il y a d'autres groupes hostiles qui se forment et ça devient un magma de différents groupes très violents. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Qui vont même s'en prendre les uns aux autres. Bien sûr. Comme tu as vu, j'avais vu une vidéo, c'était à Paris, je ne me rappelle plus dans quelle station de métro, mais... ça doit être les Halles. Métro Stalingrad. Ah. Non prédestiné. Et c'était des migrants qui se tapaient les uns sur les autres. Bien sûr. Les Éthiopiens contre les Somaliens. Bien sûr. Mais ils croyaient quoi? Des sales gueules en plus. Ils croient que faire venir des gens de zones en conflit, donc des deux côtés où il y a des conflits ethniques, où il y a des conflits depuis des décennies, que ces gens, parce qu'ils sont ici, vont plus continuer leur conflit? Mais je pense que tu te trompes. Ils ne le croient pas. Ils font semblant d'y croire. Ils font semblant de croire à l'homme reprogrammable et interchangeable. Et c'est ce qu'ils nous vendent aussi, mais on sait très bien quelqu'un qui vient d'une zone, d'un territoire, d'une ethnie, qui a un quotient intellectuel moyen de 67, t'en feras jamais un Einstein. T'en feras jamais un Newton. Mais t'en feras jamais même un nettoyeur de rue. Ben, j'allais dire balayeur. Mais même pas. Les balayeurs de rue opèrent des véhicules maintenant, donc... Franchement, non, mais je pense qu'on a tous les deux raison en même temps, c'est-à-dire que... Petit message à tous les gens qui font des conflits de chapelle. Souvent, les gens ont raison en même temps, même s'ils ont des idées opposées. Je referme la parenthèse, comprenne qui pourra. Mais oui, il y a effectivement, très possiblement, à la fois une incompétence incroyable et en même temps une idéologie. C'est-à-dire que les deux choses combinées sont terrifiantes de conséquences, parce que tu l'as dit tout à fait juste, il y a cette idée qui a sa matrice. Bref. Enfin voilà, c'est une panade et ça va être de plus en plus compliqué et c'est très bien. Et c'est ce que tu avais dit sur Twitter, c'est-à-dire que les systèmes s'effondrent toujours dans leur périphérie. Et c'est tout à fait vrai. Et là, c'est la périphérie qui vient une des périphéries qui vient de péter là. Et qui nous montre l'avenir.
Et donc, le message pour tous ceux qui nous regardent et qui doivent transmettre autour d'eux, parce que c'est leur devoir, c'est de dire, regardez, ceci est un exemple de notre futur. Est-ce qu'on peut le changer? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, on est averti, et donc on doit en tirer les conséquences sur quoi faire dès maintenant pour s'y préparer. Ni plus, ni moins. Si vous êtes un citoyen responsable, c'est ce que vous allez faire. Et si vous êtes juste un abruti comme les autres, tant pis. Les gens, d'une crise à l'autre, n'apprennent pas. Ils vont se retrouver dans des petites situations. Ils vont avoir une crevaison sur le bord de la route. Il va leur manquer le pneu de secours. Et puis ils se disent, bon, on finit par s'en tirer, et voilà. Et ils oublient d'acheter un autre pneu de secours. C'est la même chose maintenant. Ça va continuer. Les gens se disent, il va toujours y avoir quelqu'un pour me rattraper. Il y a toujours le gouvernement qui va arriver. En attendant, les gens sont morts à Saint-Martin. Les femmes ont été violées. Les gens se sont fait dépouiller. Et ils vivent tous dans la peur. Continuez à ne pas apprendre. Exactement. Moi, je m'en fous. Je suis armé. On va conclure là-dessus. On en reparlera sûrement ces prochains jours, mais voilà. À très bientôt. Ça me fait plaisir de te reparler. À bientôt. Je coupe et on continue après.